Bonjour, voici donc le numéro 172 de Renaissance traditionnelle. Au sommaire, 3 articles. Une première étude de Christophe de Breuer sur le rite écossais primitif. Alors vous avez probablement rencontré dans vos lectures ce rite écossais primitif. Il est cité dans la plupart des histoires du rite écossais ancien accepté, mais finalement, à part les 2 ou 3 éléments qu'on retrouve partout, on ne savait pas grand-chose de précis sur ce rite qui naît au XVIIIe siècle, dans les années 1760, et qui va s'enrichir au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, et qui va être assez actif dans les 2 premiers tiers du XIXe siècle. Alors c'est un rite écossais, donc un rite de haut grade, mais l'un de ses intérêts, c'est qu'il a rassemblé des matériaux justement des différents courants écossais, des grades écossais classiques, mais aussi de la stricte observance, et puis quelques autres mouvements de haut grade. Et puis autre singularité, c'est que pour un rite écossais, c'est qu'il a de vrais liens avec l'Écosse, puisque la loge de Namur est créée dans les années 1760 par une loge militaire écossaise en stationnement en Belgique, enfin autour de Namur, dans les Pays-Bas autrichiens, et puis, donc premier lien avec l'Écosse, et deuxième lien avec l'Écosse, au XIXe siècle, les hauts grades du rite écossais primitif auront des relations assez étroites avec un frère qui est l'un des animateurs, des principaux animateurs des hauts grades en Écosse, le frère Walker Arnott, qui fera la liaison entre Namur et Édimbourg. Donc un rite écossais qui a des relations avec l'Écosse, c'est tout à fait intéressant. Deuxième article, l'étude que consacre Gaël Meignet à Maître Jacques. Alors, nous avons été parmi les premiers, pas les seuls, mais parmi les premiers à mettre en garde contre les confusions regrettables entre compagnonnage et franc-maçonnerie. Il n'en reste pas moins que le compagnonnage est un sujet tout à fait passionnant pour qui s'intéresse aux questions symboliques et initiatiques. Et parmi les 3 figure tutélaire du compagnonnage, héros légendaire, eh bien Maître Jacques est celui qui reste le plus mystérieux. Et Gaël Meignet nous propose là une piste. Il remarque de grandes coïncidences entre ce que les légendes compagnonniques disent de la vie de Maître Jacques et ce que les premiers apologistes chrétiens disent de la vie de Jean Cassien, un des premiers moines du christianisme, un des pères fondateurs du monachisme chrétien. Et donc il y a ces grandes coïncidences entre ces 2 vies, et il est tout à fait possible effectivement que la vie de Cassien ait servi de matériau dans les milieux compagnonniques pour constituer la figure de Maître Jacques. Soit dit en passant, ça montre combien il faut se méfier de cette séparation artificielle entre milieu savant et milieu opératif. Troisième étude enfin, dans ce numéro 172 de Renaissance traditionnelle, l'article que nous consacrons à François-Nicolas Noël. François-Nicolas Noël, c'est l'auteur de ces manuscrits enluminés magnifiques, dont 2 sont encore conservés à la Bibliothèque nationale, et on s'attache à essayer de trouver, enfin essayer d'expliquer, d'explorer les théories maçonnico-théosophiques de Noël, et donc théories qu'il explique à la fois par un texte, mais surtout par ses constructions géométriques et ses magnifiques dessins qui sont censés éclairer les relations de Dieu, l'homme et de l'univers, en utilisant naturellement beaucoup de symboles maçonniques, et en l'occurrence, on s'attache à cerner le rôle de 2 symboles chez Noël, qui sont la pierre et la croix. Alors c'est pour Noël 2 symboles fondamentaux. La pierre, il fait d'ailleurs des allers-retours permanents entre la pierre philosophale de l'alchimiste et la pierre taillée du maçon, et cette pierre s'épanouit en quelque sorte, s'ouvre pour se transformer en croix, et pour lui la croix est une sorte de grand hiéroglyphe qui irradie l'énergie divine, qui fait tourner le monde, qui alimente en quelque sorte le cycle de la vie. Voilà, donc au-delà de ces théories mystiques, eh bien, vous serez certainement sensible à la qualité et à la beauté des dessins théosophiques de Noël. Donc un beau numéro qui clôt l'année 2013, et eh bien rendez-vous en 2014 pour un programme, là aussi, qui, nous en sommes sûrs, vous séduira.